nous l'a envoyé en nous proposant de le montrer. Je pense que les gens qui nous l'ont envoyé pensaient que c'était en accord avec l'esprit de ce qu'on a envie de montrer d'habitude. Et c'est sûr que le film nous a tous enthousiasmés dès la première vision, c'est clair. Le film est très intéressant sur la forme aussi, parce que cette circulation entre l'arrivée des saints qui venaient de Saint Côme et Damien, qui sont venus évidemment dans la légende, ils sont venus de Syrie pour évangéliser cette région. Ensuite, il y a les Italiens les Calabrais qui sont partis en Europe, qui sont allés émigrer ailleurs, et maintenant on a des émigrants qui viennent d'un peu partout, etc. Et donc cette circulation de personnages, cette circulation de générations qui se succèdent en venant de partout, etc., c'est inscrit dans la manière même dont le film est structuré. Ça, c'est extraordinaire. Avec cette voix off, qui est la voix, donc, on le comprend petit à petit, d'une habitante de Riace, vraisemblablement des années 50, peut-être d'après-guerre, de l'époque où les Italiens ont beaucoup émigré vers la France en particulier et vers d'autres pays d'Europe, et qui ont fait que ces villages de pays très très pauvres sont devenus presque déserts. Et donc ici, on a l'exemple d'un village qui se repeuple d'une façon étonnante. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans le film, c'est qu'il n'y a pas non plus d'angélisme, il n'y a pas non plus de... on n'est pas au pays des bisounours non plus, hein, je veux dire, c'est dur, c'est une lutte, en particulier avec la présence de la 'Ndrangheta, la fameuse mafia calabraise, et puis tout ça. Je leur aurais demandé si elles n'avaient pas rencontré des migrants athées, parce que là, finalement, ça semble être forcément que ces personnes sont croyantes. Toutes, oui. Et je trouvais que j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu ce point de vue-là. Les gens de toute religion prier avec leur langue dans l'église, c'est une séquence magnifique aussi, parce que là, je pense que c'est implicite, c'est pas explicite dans le film, mais c'est implicite que finalement l'église, c'est plutôt une sorte de maison du peuple, où tous les gens viennent communier, communier, je veux dire, être ensemble, c'est ça. Et peut-être, certainement que dans cette église, il y avait aussi des gens, des athées. C'est intéressant parce que c'est effectivement une religion, mais une religion qui est ouverte, qui ne fait pas trop peur. C'est pas possible, je ne vais pas dire qu'ils sont tous comme ça, hein. Mais vraiment, la majorité, vraiment la grosse majorité, ils sont étonnés, et même un Syrien récemment était scandalisé par le fait. Mais la France est un pays athée. Et c'est vrai que j'étais prof d'université, je ne parlais pas très bien français. Mais la France est un pays athée, mais c'est pas possible. Je dis, si tu veux, on pourra en discuter, parce que si, c'est possible. On peut être quelqu'un qui essaie d'être quelqu'un de pas trop mal, sans se référer à Dieu, quel qu'il soit. Mais ils sont étonnés. Voilà, c'est tout. Oui, je me suis demandé même si c'était pas le fait qu'il y ait une tradition forte comme ça, l'église, les processions, les prières, si c'était pas ça qui leur permettait aussi d'accueillir, quoi. Parce que justement, c'est fort, c'est très présent, c'est ancré dans leur histoire, dans leur tradition. Il le dit d'ailleurs, que les gitans, les gens d'Italie, tout ça, viennent aussi là. Et ça leur fait pas peur d'avoir des gens qui vont prier Allah en arabe à la chaire de l'église, quoi. Je dis, c'est le même Dieu. Mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup touchée en tant que... parce que j'ai pas du tout de culture religieuse, mais à chaque fois, je
remplacés par rien pour l'instant. De faire tourner ces villages vers l'extérieur, de souhaiter d'accueillir. Donc à la fin, ça se termine quand même par une élection. Donc la religion, la vie communautaire qu'elle engendre, qu'elle induit, je pense qu'elle est très importante, que nous on la vit différemment, à travers un monde associatif, une autre façon de... Mais je pense qu'au départ, il y a quand même eu cette volonté de changer les choses, d'accueillir, peut-être dans le sens des traditions antérieures, mais il y a ça, et puis aussi de lutter contre la mainmise de la Ndrangheta. Donc je pense qu'il y a déjà derrière ça une volonté politique. Donc c'est souvent ce qui permet de faire aussi évoluer les choses, aussi à travers les bonnes volontés. Oui, puis comme si l'Église donnait une caution. Voilà, à ça. Au Mais je ne sais pas si tous les prêtres, toutes les paroisses sont aussi ouvertes, aussi accueillantes. Voilà. Être ensemble, comme disait Pierre, dans la maison du peuple. Voilà, ça c'est... Ça aussi. Non, mais ça en fait quelque chose de... Je peux vous dire que les échanges culturels se sont toujours faits en Calabre. Et tous les ans, il y a des villages où l'on fête les saints. Et dans ce village, il y a un prêtre orthodoxe, enfin les orthodoxes de Grèce viennent tous les ans pour commémorer une messe et un saint qui s'appelle Saint Pantine, et c'est le 23 juillet. Et le prêtre catholique laisse l'église aux prêtres orthodoxes pour dire la messe et ils font la fête ensemble. Tout. Il y a énormément d'échanges culturels parce qu'il y a toujours eu des arrivées en Calabre. Il y a eu énormément de départs à cause de la pauvreté. C'est pour ça que je me retrouve en France, d'ailleurs. Et c'est quelque chose de traditionnel qui est dans les gens. En fait, c'est leur culture. Est-ce que ce dont vient de parler la dame, c'est vrai aussi pour l'Italie dont tu nous parlais? Et des fois, il y a des prêtres qui sont vraiment des chrétiens de base, qui font un travail politique, vraiment, qui deviennent... dans Amalfi, d'où je viens, par exemple, il y a il y a un évêque qui est un idole pour les communistes. Et c'est vraiment des personnes qui ont fait beaucoup de choses pour la paix, pour rassembler les gens, et les églises deviennent des lieux de rencontre à un moment donné, pour pouvoir parler de choses. Mais c'est vrai que je ne dirais pas que c'est des représentants de l'Église. Et c'est vrai que tous les saints, c'est vrai, ils viennent plutôt d'Orient. Saint-Nicolas, chez nous, d'ailleurs, il y a toujours des débats à chaque fois qu'il y a la fête de Saint-Nicolas. C'est les Turcs qui revendiquent le corps de Saint-Nicolas qui se trouve à l'église de Bari, et puis les Baris ils disent non, c'est nous l'autre. Donc il y a toujours des histoires entre l'Orient et l'Occident d'intégration et de faire perdre la tradition de ces gens. Je pense que ça fait partie d'une tradition de la culture locale. Elle fait chanter l'hymne national. Voilà, c'est une chanson que tout le monde chantonne. Donc voilà, ça. On peut dire aussi que ce pays est et ça magnifique. chante à l'école. Ce pays est magnifique. Qui s'appelle Fuego Mare, quelque chose comme ça. Ça veut dire quelque chose Gianfranco Rossi, qui est tourné à Lampedusa, qui est exactement le pendant de ce film-là. C'est un très très grand réalisateur. Ça vaut le coup de voir ses films. Il y a aussi Level, il y a un film qui s'appelle Sicario. Et ce film donc, est tourné à Lampedusa et il est construit. En parallèle entre une famille de pêcheurs loin, Lampedusa, et toute l'opération Mare Nostrum, enfin je ne suis pas italien, l'opération financée qui a d'ailleurs pris fin. C'était après, alors je ne sais plus exactement, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, après un gros naufrage, il y a eu 400 morts, il y a eu l'argent mis pour organiser les sauvetages. Et cette opération a été après reprise à minima. Et ce film met en parallèle donc, cette famille de pêcheurs et les opérations de sauvetage. Et c'est complètement séparé. À part un médecin qui fait un peu le lien entre les gens de l'île
et toutes ces opérations de sauvetage. Donc c'est exactement le pendant de ce film-là. Si vous pouvez le voir, c'est très intéressant. C'est un très beau film aussi, mais beaucoup moins optimiste. Terriblement moins. Oui, moins de fusion. Il me semblait qu'il avait été élu avec 54% des voix. Ça n'était pas lié aux migrants. Oui, apparemment, oui. Alors, parce que sinon c'est fragile quand même. Même s'il y a cette forte tradition. Oui, locale, apparemment, on se dit, parce que là ils ont peur quand même. Enfin, on le sent, les redoutes. Il y a un suspense à la fin du film, mais apparemment dans la note qu'elle nous a envoyée, elle dit que l'opposant au maire avait l'intention de continuer la même politique de ce point de vue-là. Je pense que l'opposition, elle était peut-être sur un autre point, mais il ne s'agissait pas de mettre fin à l'accueil des... semble-t-il. Mais là, il aurait fallu que... Oui. Merci, sur la petite information parce qu'on ne sait pas trop. Qui va vous proposer donc 24 films courts, moins de 5 minutes, en 2 sessions de 12. Alors d'abord je voudrais m'assurer que tout le monde a un bulletin comme ceci. S'il y en a qui ne l'ont pas, il faut le réclamer, puisque c'est le bulletin qui va vous permettre de voter. Alors, je viens de parler de 24 films sur ce bulletin, il y en a 12. Donc, ça concerne les 12 premiers que vous allez voir maintenant. Ensuite, il y aura une pause d'une vingtaine de minutes à peu près. Et après, vous verrez les 12 suivants. Et vous aurez un autre bulletin de vote. Celui-ci est imprimé en bleu, l'autre sera imprimé en rouge. À la sortie de chaque demi-séance, on va dire, vous déposez vos bulletins dans cette urne ravissante, de façon qu'on puisse les dépouiller ensuite. Vous pouvez déposer le premier bulletin à l'issue de la série de 12 premiers films, ou bien vous pouvez garder vos 2 bulletins si vous voulez, vous raviser, je ne sais pas, après. Alors, sur le bulletin, vous avez les titres des films, avec un numéro, et vous avez 3 colonnes. Soit vous aimez le film beaucoup, soit vous l'aimez un peu, soit vous l'aimez pas du tout. Voilà. Donc vous cochez à chaque fois une seule colonne. Voilà, je pense que ça va. Et donc ensuite au dépouillement, on aura une idée de vos votes. Alors le prix du public donc, sera attribué au film qui aura tout simplement la meilleure note, hein, sachant que le beaucoup correspond à 2 points, le un peu correspond à 1 point et le pas du tout à 0. Voilà. Alors le prix du public sera décerné avec le prix du jury, je vais vous parler tout de suite, sera attribué demain donc à 17h, au moment de la proclamation du palmarès. Et cette année, le prix du public, c'est un prix qui est offert par le CIC, la banque, et c'est l'intégrale des films d'Agnès Varda, ça s'appelle Toute Varda. C'est un très beau cadeau pour ce prix du public. Et alors, une précision, il n'y a qu'un seul prix du public, il n'y en a pas, il faut le payer. Contrairement au jury. Alors, je vais faire venir les membres du jury, un petit peu dans le désordre, si je puis dire. Il n'y a pas de président, donc Jean-Yves Legrand, si vous pouvez venir à côté de moi. Si on pouvait avoir sur l'écran la page qui correspond au jury, ça serait bien. Alors, Jean-Yves Legrand, Rossella Messina, Élodie Faria, Yann Pierre, Bénédicte Loyen et Mathieu Tardot. Voilà. Voilà, donc c'est le jury de cette année. Donc, ben, voilà, ensemble. Alors, très rapidement, un mot sur chacun d'eux. Jean-Yves Legrand donc, est réalisateur et la séance d'après, à partir de 17h aujourd'hui, on passe 2 de ses films, La vie de château et Zone dépressionnaire.
Rossella Messina est réalisatrice, on a passé un de ses films hier qui s'appelait Un pêché fort d'aqua, un poisson hors de l'eau. Élodie Faria est programmatrice au cinéma Le Renaissance à Fontenay, organisatrice du festival de Fontenay-le-Comte et productrice de films également. Bénédicte Loyen à côté et alors c'est un peu long de dire tout ce qu'elle est, mais elle est réalisatrice. On passe un film d'elle demain matin qui s'appelle Maraudeur, film autobiographique bien sûr, et elle est aussi photographe, elle est aussi comédienne, et elle a joué avec les plus grands, on va dire, Jean-Luc Godard, Éric Robert, entre autres. Ensuite, Yann Pierre, qui est donc réalisateur et chef opérateur sur le film qu'on passera demain à 15h de Yann Alastal, un film donc, qui a été tourné en Corse et fait par un réalisateur palestinien. C'est qu'il est définitivement, là on en a eu la confirmation ce matin, définitivement coincé à Gaza. Donc on essaiera demain à 15h précise, on va commencer la séance vraiment en temps et heure, de faire un Skype avec lui de façon qu'il y ait quand même un échange sur ce film, sur lequel donc Yann Pierre a travaillé. Et puis en dernier, donc Mathieu Dardot, qui est élève en terminale chaudronnerie industrielle au lycée Tabarly et passionné de cinéma. Merci à lui. Voilà, vous pouvez regagner vos sièges. Et donc on va commencer la projection. Alors le principe est le suivant. À l'issue à la fin de chaque petit film, on rallume la lumière pendant une trentaine de secondes, le temps que vous preniez vos esprits et que vous notiez le film. Et au bout de 30 secondes, on passe au film suivant, etc. Voilà. Bonne projection. Le film à l'origine est muet, comme la plupart des films d'amateurs, et la Cinémathèque l'a sonorisé avec le récit d'un homme qui malheureusement nous a quittés, Aimé Lefebvre. Aimé Lefebvre, longtemps, a été le dernier des Terre-Neuve du village de Saint-Suliac, sur les bords de Rance, qui pour les armateurs et les capitaines de pêche de la côte d'Émeraude était un territoire, on dira, de recrutement. Aimé Lefebvre a connu 3 campagnes de pêche à la fin des années 1930. Il a été un contemporain d'Henri Le Raid. Et par la suite, je vous le raconterai sans doute après la séance, il n'a jamais cessé de témoigner dans les établissements scolaires et d'écrire dans des revues comme Le Chasse-Marée. Et le deuxième film du programme nous a été déposé par Laurent Giraud-Conti, un film tourné par une femme exemplaire, votre mère, Anita Conti, première océanographe française, exploratrice, aventurière, je crois que vous la raconterez bien mieux que moi. Juste pour dire que ce film est tourné de manière presque professionnelle, dans un format exigeant, le 16 mm, cette fois en couleur Kodachrome. Et un peu à la manière d'Henri Le Raid, Anita Conti, qui embarque au milieu de 60 hommes pour une campagne de pêche très longue, elle aussi nous raconte la dure vie de ces marins, juste pour dire que ce document est aussi à l'origine muet. Nous voudrions bien sonoriser d'ailleurs avec la parole d'Anita Conti que la Cinémathèque a collectée au tout début des années 1990. Là, le film est sonorisé avec le témoignage d'un autre capitaine de pêche, Hyacinthe Chapron, d'Association des mémoires et patrimoines de Terre-Neuve,
Et cet homme-là aussi a une vie incroyable. Il était mousse à 14 ans, il est devenu capitaine de manière très précoce à 24 ans. Et voilà, donc vous êtes face à deux films témoignages. Je cède la parole à Laurent Géraud-Conti. Je ne vais pas dire grand-chose. Simplement, j'ai 6 pages. Non, on va avoir des images, mais mettez-vous bien dans l'esprit qu'il y a une parole aussi. Par exemple, moi, ce qui m'a touché quand j'ai connu Anita, une petite image. Elle disait, quand on remonte le chalut, on remonte l'inconnu. C'est une phrase qu'un marin va comprendre, qu'un philosophe va comprendre, un poète aussi, et aussi quelqu'un qui n'est pas du tout averti au monde maritime va aussi visualiser. Et c'est par ces phrases-là, par ces mots, par cette parole, qu'Anita aussi est très, très, très éloquente. Et là, je vais vous dire un tout petit poème. Vers les flots immensément pareils et sans fin dissemblables, vers les horizons qui reculent, vers les étoiles qui vont naître, vers l'infini du bleu qui va noircir, un navire emporté jusqu'au bord du ciel, de ses parois de fer, il déchire les eaux, et moi, en lui, prisonnière. Je suis né en 1943, le 12 septembre 1943. C'est magnifique, et les bandes son aussi sont... Dans le deuxième film, je trouve que c'est très émouvant, le silence, la voix profonde. Là, moi j'ai une vision plutôt esthétique des choses et c'est très touchant. Alors après, la mémoire qui nous rapporte le travail de ces gars, ce serait bien que vous veniez, parce que moi je me sens un peu... Anita disait, il n'y a qu'une seule gueule sur la mer, c'est la morue. Les hommes ne changent pas, mais la morue, elle a une gueule. Bon, voilà. La lotte aussi. Tout est en gueule. Moi, je me sens comme un rigolo à côté de monsieur. Le film de Dominique Gautreau m'a beaucoup plu. La pêche en Irlande était dans des conditions beaucoup plus pénibles que moi, ce que j'ai fait dans le Golfe. Et une chose aussi qui se produisait, c'est qu'il partait pour 15 jours. 15 jours, 2 jours, 3 jours à terre, puis à remettre ça 15 jours. Alors c'était quand même contraignant dans des conditions difficiles. Une chose aussi qui se produit, c'est que ces bateaux qui faisaient 15 jours de mer n'existent plus au Sable d'Olonne. Il l'a très bien dit dans son commentaire. Et il ne faut pas oublier que ces bateaux consommaient entre 1800 jusqu'à 3 tonnes de gasoil par 24 heures. Donc il fallait se ravitailler dans des ports à proximité. Encouragés par l'effet surabondant de ce miracle, ils ont continué. Bien entendu, comme ça ne suffisait pas, ils ont inventé une véritable machinerie pour tirer plus fort, pour extraire plus encore. Et c'était difficile, un sacré boulot. Plein de gars y sont restés, rien que pour ça, pour l'espoir, moi je vous dis. Et Anita en disait ça, en disant ça, elle tendrinait du poing. Et c'est bien simple, poursuivait-elle, sous chaque vague, il y a un gars. Mais les autres, les bienheureux, ils ont bien compris. Grimpés sur leur potence, ils arrachent l'inconnu aux ténèbres. Un sacré truc, l'inconnu. Par-dessus tout, voilà ce qui les enrichit. Oui, l'inconnu. Voilà comment ils nourrissent les familles et engraissent le pays. Voyez-vous? Alors là, je vais commencer à suivre un petit peu le raisonnement. Et maintenant, elle me disait, il faut avouer que la mer est bien triste. Il n'y a plus que du poisson dedans, et encore. Ce n'est pas bon pour les enfants. Les enfants ont besoin d'inconnu, d'espoir, d'encouragement. Le poisson, rien que lui, sans l'inconnu, ce n'est pas suffisant. Les hommes le savent bien, les pêcheurs surtout. Non, ce n'est pas suffisant et c'est vraiment trop triste. Les familles ont bien raison de râler toute une existence pour toucher le fond.
Sans l'espoir de l'inconnu, ce n'est pas une vie, ça. Alors là, je me frottais les yeux, et puis elle continuait. Et elle disait, à 94 ans, hein, comment pourrait-il en être autrement, entre hier et demain? Nous sommes l'instant d'une course. L'homme né d'hier prépare demain, sans certitude. Voilà l'aventure de chacun. Chacun de nous est le produit d'un passé que nous concevons à peine. Il faudrait chercher un nouveau truc, un truc immense qu'on pourrait bourrer d'espoir, une nouvelle industrie, une machine à rêver, mais d'une machine à rêver qui ne soit pas du cinéma. J'ai haché un peu le texte, mais vraiment, je l'ai enregistré, texto. Elle a dit ça. Je le dis exprès dans un moment comme ça, parce que là on est là sur du réel, la mer, les pêcheurs, l'histoire, le passé, c'est du sérieux. Il faut vénérer nos ancêtres, et c'est vrai, ça vaut le coup, c'est chapeau. Mais ce langage métaphorique qui nous projette avec beaucoup de malice sur une réalité, je trouve que c'est magnifique. Voilà, c'est en quoi elle m'a touché. Alors, je vais vous lire 2-3 autres petits poèmes. Il y a 7 pages, je ne vais pas vous les lire toutes, mais ça va vous permettre un petit peu de... Celui-ci, il est là devant moi, allez. Ceux qui ayant éperdument cherché un sens à leur vie, marchèrent, sans trouver de réponse, sans comprendre. Et leur élan tête baissée pour mieux lutter contre les bancs contraires n'expliquaient rien. Le sang chaud battait dans leur cœur. Ils étaient des forces en route, indéfiniment relayées par leur propre race, indéfiniment renaissantes. Et la chaîne des morts et des jeunesses neuves se tordait sur elle-même, et le vaisseau de feu, gainé de pierre, continuait sa course. Et nous, qui respirons, collés à son écorce, en sommes les instants vivants de terreur et d'amour. Quand Anita les disait, ou les lisait, ça arrivait, c'était autre chose. Là, on va revenir vraiment au monde maritime. Les chalutiers au port dorment sur leur bouée. Ailleurs, on est en temps de guerre. 41, 42, les chalutiers sont à quai, donc je reprends. Les chalutiers au port dormaient sur leur bouée. Ailleurs, ils ont péri, comme il convient, troués par la mitraille ou crevés sur les rocs, drossés à terre. Ici, ils dorment de lentes journées. Chaque aurore inutile épuise leur défense, et la rouille, chantre mortelle rongeant leurs flancs, rouge rouille, pareil à des plaques de sang, dévore obstinément le mur de leur vaillance. Clairvoyants et hardis, foudroyants, téméraires, vos noms ne chantent plus dans les glaces polaires. Ils répètent l'horreur des heures prisonnières. La rade a refermé sur vous ses bras de pierre. Ô navire, vous dormez d'un si lourd sommeil, l'enchantement ancien enlace vos carènes, au long des nuits, la voix harcelante des chaînes racle vos écubiers d'un rauque appel, plus vieille et plus brisée d'être la plainte misérable des libertés d'hier, chimères invaincues, des âmes invincibles, chimères venues du plus lointain des mers hurler jusqu'à vos sables. Elle clame sur vous l'insulte des pitiés sauvages, ô vaisseaux garés de la tourmente. Entendrez-vous au soir des tempêtes cinglantes, quand les vents secourront vos rostres amarrés, cette immense rumeur au fil de vos matures et le sourd chuchotis glissant jusqu'à gémir? Téméraire, les sirènes vont te saisir? Oseras-tu salir ta frémissante armure? Combattant usé d'un long repos, ton grand corps sait-il pas qu'oublier les regrets, c'est trahir? Guerrier ensorcelé par l'eau morte d'un port, téméraire, vas-tu longtemps encore dormir? Rappelle-toi l'Atlantique sans fin, la vie âpre des chiens de garde autour des lents convois, troupeaux têtus flairant la mort, gardant la foi, et vous tous, du nord jusqu'aux tropiques, vigie d'un idéal éblouissant, vos yeux ouverts, rappelle-toi les jours, les nuits de veille froide, le golfe furieux battant vos coques roides, le soir immense et noué, fouetté d'embruns amers, et 100 fois le soleil dans les eaux glacées, des longs hivers montant rouge sur l'horizon, sans montrer la victoire et puis dérision suprême d'un printemps où les roses sont nées sur des tombeaux. Entend encore un écho sourd des siècles écroulés sur nos fiertés d'empire, ce retentissement énorme qui expire sur les charniers sans gloire où sombraient nos amours.
mer, ça mène partout. La mer est partout et ça mène partout. Et je vais terminer. Un tout petit. Anita était une femme, je le rappelle, dans un monde d'hommes. C'était assez unique, elle ne remplissait aucune case, aucun statut. En temps de guerre, on la retrouve sur les dragueurs de mines. Elle se fabrique son uniforme. Les femmes savent coudre. Donc c'était une femme, donc avec un regard, une sensibilité, une vision que sans doute les marins, la tête dans le bouillon, comme on a pu le voir, ne pouvaient pas avoir parce qu'ils étaient trop directement impliqués dans leur difficile labeur. Anita avait ce recul, cette légèreté, et bien qu'elle partageait vraiment leur quotidien durant de longs mois, elle pouvait se permettre ce regard. Et donc cette sensibilité, c'est donc celle d'une femme. Voilà, je l'évoque. Bientôt le jour se lèvera sur la baie. Je l'attends sans désir. Cette nuit, le jeu des muscles heureux ne soulève pas mon corps. Une obsession de souffrance indéfinie s'étale au fond de moi et stagne lourdement. Si lourdement. La nuit semble immobile. Personne ne peut voir frémir la densité vivante à travers les eaux en lente marche, si lente. Il n'est apparemment qu'un vaste calme rompu à peine par quelques chocs sur le bois d'une barque, quelques mots murmurés par d'invisibles guetteurs et ramassés par un souffle d'air qui l'emporte, si près de moi. J'écoute les signes, je les perçois sans effort ni attention particulière, seulement par habitude de m'accorder aux obscures puissances qui nous enveloppent. Il n'y aura pas d'oiseaux ce matin. Les goélands sont au large. Ça m'est égal, je ne regrette que l'ombre. Les étoiles vont s'éteindre. La nuit a perdu sa densité maternelle. La nuit se décolore, elle ne protège plus rien. En moi s'aiguisent les peines que l'on voudrait étouffer, l'autre part cachée de moi-même. Tout à l'heure, je serai heureuse. Un navire s'approche. J'entends sa chaudière qui bat. Elle rejoint le rythme de mon cœur. Est-ce lui, mon amour? Il s'approche. Tout à l'heure, je serai heureuse, j'embarque. Tout à l'heure, je serai heureuse, il y aura le grand large. Tout à l'heure, je serai heureuse et je me noierai. Ce sont mes yeux d'Anita Conti. Je ne l'ai pas amené comme ça. Maintenant, j'ai décidé, à chaque fois que je fais une conférence, j'amène l'appareil photo, une tête statuette africaine, un petit carnet de bord. Ça fera un petit hôtel Anita Conti. Donc, voilà. Les yeux d'Anita sont là. Elle est disparue en 97, une mine Noël, du chapeau. Voilà. Et puis, quelques images, quelques photos. Si elle s'intéresse, j'ai quelques livres. Mille merci pour votre écoute et puis pour avoir permis cette rencontre avec vous, les marins, les témoins, et puis cette mémoire magnifique. Moi, j'aurais quelque chose à rajouter, c'est-à-dire que la pêche actuelle et ce que j'ai vécu n'a plus rien à voir. Et Dominique Gautreau le disait très fortement. C'est-à-dire que dans ma carrière, il y avait environ 150 bateaux dans le port des Sables et 1000 à 1200 marins. Et actuellement, il y en a environ 50 entre gros et petits. Et en réalité, le modernisme prévoit que, à part le capitaine qui est dans la passerelle avec tous ses appareils qu'il peut commander de partout, aussi bien les câbles, le chalut, tout. Les matelots, pour moi, c'est rien que des manœuvres à l'heure actuelle, à part le patron et puis le mécanicien. Les matelots, nous, ce qu'on faisait, on faisait le quart, on faisait des épissures, on faisait le ramandage, on travaillait 24 heures sur 24. Maintenant, ils partent le matin avant le jour et ils reviennent le soir. Donc, toutes les nuits, ils sont chez eux. Ils ont un roulement de congé, c'est-à-dire qu'ils naviguent à 6 et ils sont 4 à naviguer. Donc, 2 qui restent à terre. Et là, ils ont des congés quand même en conséquence. Par contre, ce qui se plaignent, c'est-à-dire que quand ils partent en mer,
toutes les heures et demie, ils lèvent le chalut. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun moment de la journée de temps libre. Dès qu'ils ont fini, ils reprennent. Et ce qu'ils n'aiment pas à l'heure actuelle. Mais nous, on dormait 5-6 heures par 24 heures, en 3 ou 4 fois. Hein. Alors voilà. Quand on parle que les matelots, on y en a de moins en moins, moi je comprends pas, surtout qu'ils gagnent bien leur vie, hein, il le disait Dominique. Alors voilà. C'est plus des matelots, on peut même embarquer des femmes, là maintenant il n'y a que du tri. Que du tri. Il n'y a pas de cas, il n'y a pas de... Ils ont plus de... Voilà, c'est ce que je tenais à... Merci beaucoup. Donc Gérard Courant, c'est quelqu'un que nous on connaît depuis longtemps, et c'est un cinéaste indépendant français, un des plus célèbres et un des plus prolifiques. C'est quelqu'un qui produit énormément de choses, qui est connu pour sa série des cinématons, qui sont des portraits filmés muets de personnalités du monde du spectacle, du cinéma, etc. Il a fait plein d'autres choses, et aujourd'hui on l'a invité parce que dans le cadre de notre festival sur la mer et tout, Gérard a eu une expérience très particulière à propos d'une île qui s'appelle Alicudi, dont il va parler. Et c'est un film qu'il a fait en 16 mm, voilà. Et dans des conditions très amateurs, si on peut dire, parce que c'était une commande en fait où il fallait absolument travailler en 16 mm, développer la pellicule, des choses comme ça. Hein, voilà. Et ben, je pense que tu peux en dire quelque chose. Et donc, on va voir le film de Gérard Courant qui parle de cette île étonnante d'Alicudi. Et ensuite, donc, on enchaînera sur Moby Dick, le grand film de John Huston, qui est une adaptation d'Herman Melville et qui là aussi parle d'une pêche, comment dire, une pêche qui est plus une quête mystique qu'une pêche. Reste là. Je ne bouge pas là. Voilà. Ici. Donc merci. Alors le petit film que vous allez voir juste avant Moby Dick, donc il s'appelle Alicudi, c'est un film de commande. C'est une association de Marseille qui a proposé à une dizaine de réalisateurs de faire un film avec un cahier des charges très précis. Donc alors avec un thème qui était l'environnement. Et à partir de ça, on était libre de choisir ce qu'on voulait. Alors, donc moi j'avais choisi de faire un film à Alicudi, qui est une des 7 îles éoliennes. Vous savez, ce sont les îles volcaniques qui sont juste au nord de la Sicile, avec Stromboli, Vulcano, Lipari, etc. Et donc, vous devez, je pense que dans l'assistance, il y a certaines personnes qui connaissent le film de Moretti, qui s'appelle en français Journal intime. Et donc, dans ce film, qui est divisé en 3 parties complètement différentes, dans la 3e partie, qui dure environ une demi-heure, c'est l'histoire d'un metteur en scène qui est interprété par Moretti, qui joue en fait son propre rôle, et qui est accompagné d'un scénariste avec qui il doit écrire un scénario pour faire un film. Et donc ils ont décidé, pour avoir de l'inspiration, de visiter les 7 îles éoliennes. Donc ils se donnent une quinzaine de jours pour aller dans chaque île éolienne, et ils espèrent que ce voyage va les aider à écrire leur scénario. Et en fait, des 7 îles éoliennes, celle qui les a le plus intéressés, c'est Alicudi. Alors c'est la 2e plus petite, c'est une toute petite île où il y a actuellement une centaine d'habitants, et en fait il y en a même moins qui vivent, ils sont 70 à vivre à l'année. Et donc au début des années 90, quand Moretti est allé là-bas, il n'y avait absolument pas d'électricité, les bateaux ne pouvaient pas accoster, il n'y avait pas d'hôtel, pas de restaurant, il n'y avait pas de ligne téléphonique. Et il a 3 qualificatifs pour Alicudi. Il dit que c'est la plus belle, c'est la plus sauvage et c'est la plus lointaine.
Et donc, quand j'avais vu le film de Moretti, j'avais dit, bah, tiens, un jour, j'irai là-bas. Et cette association de Marseille m'a donné l'occasion d'aller à Alicudi. Et donc, dans le cahier des charges, il fallait que le film soit tourné en 16 mm noir et blanc, avec une caméra exactement à peu près la même que celle qui a servi au tournage en 1935. C'est-à-dire que c'est une caméra, il n'y a pas de batterie. Donc, vous pouvez, c'est un mécanisme à ressort, vous pouvez faire des plans de 20 secondes maximum, et après ça s'arrête, donc il faut recharger à chaque fois. Et c'était la caméra qui était utilisée par les explorateurs, ceux qui allaient dans le pôle Nord, ceux qui allaient dans le fin fond de l'Afrique, où il n'y avait pas du tout d'électricité, et on pouvait tourner des films en 16 mm, et si on avait une très bonne optique, on pouvait faire des films de très bonne qualité, et tous les premiers films de Jean Rouch ont été réalisés avec ce type de caméra-là. Donc le principe c'était ça, donc, et aussi c'était très important, c'était quelqu'un de l'association de Marseille qui développait le film en 16 mm noir et blanc. Et c'était un jeune type qui s'appelle Vincent Arnaud qui se chargeait de développer les films. Et alors, il s'était plaint à moi en me disant, c'est incroyable, moi je suis caméraman, alors il travaillait pour l'association pour développer les films, mais aucun des réalisateurs qui a proposé un projet a pensé à moi pour faire la caméra des films. Et moi je lui dis, très bien, voilà, tu vas faire la caméra de mon propre film, et en plus, je vais te laisser libre. C'est-à-dire que de mon côté, moi je vais tourner d'autres films à Alicudi, je fais un journal filmé qui s'appelle Mes carnets filmés, donc je vais tourner pendant ce séjour à Alicudi, et moi je te dis, je te donne un peu le thème de mon film, tel scénario, et je te laisse libre, et je te lâche dans l'île, et voilà. Et donc le résultat, c'est que tout ce qu'il a tourné là, j'étais pas derrière lui pour lui dire, voilà, tu vas faire ce plan-là, tu vas faire ce plan-là, c'est à partir du projet que j'avais, il a voilà, il a pu concrétiser les images que vous avez là. Voilà. Je me rappelle en quelle année? C'était en 2007. Alors en 2007, il y avait une petite évolution, il y avait de l'électricité, mais vraiment dans le bas de l'île. Donc il y avait quelques dizaines de maisons qui avaient l'électricité, et on avait construit un ponton, donc les bateaux pouvaient accoster. Donc c'était déjà plus simple. Mais alors c'est une île où il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture, il n'y aura jamais de voiture parce que la montagne tombe directement droit dans la mer, donc on ne peut pas construire de route, il n'y aura jamais de route à Alicudi. Et c'est un endroit absolument extraordinaire, quoi. Je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion d'y aller, et surtout d'y aller au printemps, c'est là où les couleurs sont les plus extraordinaires, parce que la végétation n'a pas été brûlée par le soleil de l'été. Là, il y a des couleurs absolument invraisemblables. Alors les couleurs, vous ne les verrez pas dans ce film, puisque c'est un film en noir et blanc, volontairement en noir et blanc, mais par ailleurs, les carnets filmés que j'ai tournés sont des films en couleur. Bon, maintenant, terminé pour Alicudi, on va présenter le film Moby Dick de John Huston. Donc c'est un film de 1956. Alors, John Huston, c'est vraiment l'un des maîtres du cinéma ou des monstres sacrés du cinéma américain, c'est-à-dire qu'il fait partie des dinosaures, si vous voulez. Et alors, quand on parle des grands maîtres du cinéma américain, on peut les diviser en deux. Il y a ceux qui ont commencé leur carrière à l'époque du muet, des cinéastes comme John Ford, Raoul Walsh, Joseph von Sternberg, et il y en a d'autres, et qui ont continué évidemment après dans le parlant, qui sont devenus les plus grands cinéastes du parlant. Je parle Howard Hawks évidemment, et il y a d'autres cinéastes qui ont commencé dans le parlant. Et John Huston fait partie de cette deuxième catégorie. Il a commencé à faire des films au moment du parlant. Alors, la grande différence entre des cinéastes pionniers comme John Ford, Howard Hawks, Raoul Walsh, ce sont des cinéastes qui ont commencé au bas de l'échelle. Ils sont arrivés dans le cinéma, ils ne connaissaient rien. Joseph von Sternberg, comment il a commencé à faire du cinéma? Un jour, il passait devant un entrepôt, on entreposait des films. On avait besoin de quelqu'un pour coller la pellicule, des morceaux de pellicule. Il a été employé comme ça. Et après, donc, on a vu qu'il se débrouillait. Il a fait du montage. Et après, il est devenu assistant. Et puis après, il est devenu réalisateur. Et John Ford, c'est un peu la même chose. Raoul Walsh, lui, c'était un aventurier. Et puis il s'est retrouvé à Hollywood. On lui a demandé de jouer comme acteur. Il n'avait jamais joué de sa vie. Et après, il est devenu assistant. Et très vite, il a fait des films. Ce sont des gens qui ont appris à faire du cinéma en faisant des films, en faisant beaucoup de films muets, en tournant beaucoup de films. John Ford ou Raoul Walsh, ils tournaient 6 ou 7 longs métrages par an dans la fin des années 10, au début des années 20. C'était de la folie. Et alors que par exemple, John Huston, il est arrivé après. John Huston est arrivé par un autre biais, je dirais plus intellectuel. Il a commencé au début des années 30, donc déjà dans le cinéma parlant, et il est devenu tout de suite scénariste.
Et il avait déjà donc, un bagage intellectuel, et il est devenu scénariste de très grands metteurs en scène. Alors, Howard Hawks, Raoul Walsh, Carol Reed, le cinéaste anglais, et pendant une dizaine d'années, il a été l'un des grands scénaristes de Hollywood. C'est un peu le même chemin que par exemple Mankiewicz. Et il a réalisé son premier long métrage en 1941. Il avait 35 ans, alors que les John Ford, Walsh, ils ont commencé, ils avaient un peu plus de 20 ans simplement. Donc Huston, il a commencé à faire des films à 41 ans, en 1941 à 35 ans, mais lui, il avait déjà tout un bagage technique. Il ne pouvait pas faire un petit film. Quand il a fait son premier long métrage comme réalisateur, il était obligé de faire un très grand film. Et son premier film, c'est maintenant un classique du cinéma, c'est son fameux polar, dont le titre m'échappe. Ce n'est pas Quel Argo, ce n'est pas Quand la ville dort, c'est le Faucon maltais. Le premier long métrage de John Huston, c'est le Faucon maltais. C'est l'un des plus grands polars de l'histoire du cinéma. Et la grande époque du polar aux États-Unis, c'est les années 40, et pratiquement c'est de tous les grands polars qui ont été réalisés dans les années 40, le Faucon maltais, c'est le premier qui a inauguré toute une série, Le Grand Sommeil avec De Hawks, enfin tous les plus grands avec Humphrey Bogart ont été tournés dans les années 40. Et donc Huston a fait 3 très grands polars qui sont aujourd'hui les grands classiques. Il y a aussi Quel Argo, qui est aussi un film avec Bogart, et aussi Quand la ville dort, qui est le dernier de la série de 1951, et qui est un film assez époustouflant. Je vous le conseille si vous avez l'occasion de le voir. Donc c'est un réalisateur qui a tourné jusqu'à sa mort. Il est mort en 1987, et son dernier film s'appelle Jean de Dublin. Et c'est très important parce qu'à partir des années 50, John Huston a quitté Hollywood pour s'installer à Dublin, enfin pas à Dublin, mais en Irlande. Et il a vécu tout le reste de sa vie, bien qu'il continue à faire du cinéma, notamment aux États-Unis, il a vécu en Irlande. Et donc la particularité aussi de John Huston, c'est que c'est vraiment un pur produit de Hollywood. C'est vraiment il a fait le cinéma hollywoodien dans des règles de l'art, c'est-à-dire qu'il y avait des cahiers des charges extrêmement stricts. À l'époque de John Huston dans les années 40, un réalisateur ne mettait pas les pieds dans la salle de montage. C'est-à-dire qu'il y avait un monteur ou une monteuse qui montait le film à partir des rushs que le réalisateur avait tournés. Ça paraît complètement aberrant, incroyable. Alors évidemment, les plus grands metteurs en scène avaient trouvé la parade. Par exemple, le plus grand cinéaste de l'histoire du cinéma américain, John Ford, il faut savoir qu'il tournait pratiquement qu'une prise. La moyenne, c'est-à-dire le ratio de tournage de John Ford, c'était 2,5. C'est-à-dire c'était entre 2 et 3 prises pour chaque. Alors qu'aujourd'hui, il y a des cinéastes qui tournent 50 prises, 80 prises, ils ne sont jamais satisfaits. John Ford, en général, souvent il recommençait 2 fois ou une 3e fois, quand il y avait un petit problème technique, la lumière n'était pas très bonne, mais c'était un génie du cinéma. Donc, le monteur n'avait pas le choix, il était obligé de monter tel que l'avait voulu Ford. Alors pour John Huston, disons, les 15 premières années comme cinéaste, il est un pur produit d'Hollywood, il fait des films, il ne peut pas mettre les pieds dans la salle de montage. Et pourtant, il a fait des chefs-d'œuvre absolus. Et alors, la particularité de John Huston, après, il est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, un cinéaste d'auteur. Il a fait du cinéma d'auteur, c'est-à-dire qu'il a continué à faire des films à Hollywood et en dehors de Hollywood. Il a fait des films de plus en plus personnels. Alors, ça ne veut pas dire que ces films-là sont plus intéressants que les films qu'il a fait dans le moule de Hollywood, mais ce sont des films différents. Alors, cela dit, le film qu'on va voir ce soir, c'est quand même plus un film dans le moule hollywoodien, mais avec la patte de John Huston, qui est quelqu'un qui a aussi beaucoup de distance par rapport aux choses. Il y a une forme d'humour qui est sorte aussi des moments de désinvolture qui est très particulière à Huston. Et vous allez voir il raconte une histoire, l'histoire, certains l'ont peut-être sans doute lu, Moby Dick, il est assez près du roman, que je n'ai pas lu, mais je sais qu'il est assez près du roman d'après ce que je sais, mais en même temps, il apporte plein de choses, il y a une sorte un peu de recul, quoi. Et vous allez voir, l'acteur principal est absolument exceptionnel, on est d'accord. Et vous verrez aussi Orson Welles dans un rôle, donc Orson Welles, un des plus grands metteurs en scène de Hollywood, et qui était aussi un acteur
d'immenses talents. Il y en a les personnes qui n'aiment pas Orson Welles disent que c'est un excellent acteur et un mauvais metteur en scène. C'était les deux, c'était un très grand metteur en scène et aussi un très grand acteur. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne projection et à plus tard. Ben, merci.